Je pense que cette vision en noir et blanc est en fait au cœur du problème quand il s'agit de trouver un règlement ici. Parce que même reconnaître les intérêts fondamentaux de sécurité de la Russie le long de ses frontières, ce serait impossible à discuter dans l'ensemble de l'Occident politique. Car, comme vous l'avez dit, la première chose que quelqu'un dirait, ce serait « Eh bien, alors vous défendez la domination russe ». Mais en 2008, lorsque l'OTAN a pris pour la première fois cet engagement d'élargir l'OTAN à la Géorgie et à l'Ukraine, le Kremlin a avancé ce concept. Je crois que c'est Dmitri Medvedev qui l'a d'abord promu. La Russie ne voulait pas de sphère d'influence, mais de sphère d'intérêt. Or, il faisait une distinction conceptuelle claire. Comme vous l'avez dit, une sphère d'influence suppose une domination, n'est-ce pas? Ou une influence exclusive. And Rand, it's signalement the your purse strengths fall. Mais il faisait valoir. Nous n'avons plus besoin de ça. Ça appartient à une époque révolue. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une sphère d'intérêt. Et il disait, en substance, que cela signifie que non, nous ne revendiquons pas une influence exclusive. Mais lorsque d'autres grandes puissances opèrent à nos frontières, vous ne pouvez pas le faire sans prendre nos intérêts en considération. Et cela aussi a été très vite rejeté, surtout par les Européens, mais aussi par les Américains, qui ont fait valoir que cela impliquait une souveraineté limitée des pays voisins et que les voisins devraient être libres de faire tout ce qu'ils veulent. Mais pour moi, ça paraît très joli, mais c'est absurde, parce que cela n'a jamais été le cas. Je dirais que les Américains ont une sphère d'intérêt au Mexique. Autrement dit, les Américains ne revendiquent pas une influence exclusive au Mexique. Ce serait absurde. Mais on ne peut pas faire comme si le Mexique était libre d'installer des bases militaires chinoises et des missiles russes. Enfin, ça n'arrivera pas. Autrement dit, lorsque d'autres grandes puissances opèrent aux frontières des États-Unis et du Mexique, elles doivent prendre en compte les préoccupations de sécurité américaines. Là encore, ce serait une sphère d'influence. Et vous savez, dès lors qu'on peut discuter des nuances de gris, au lieu de tout voir en noir ou blanc, alors on peut éventuellement avoir une discussion sensée. Vous avez dit la même chose à propos de la Géorgie. Aujourd'hui, la Géorgie reconnaît, en substance, cette sphère d'influence. Ils disent qu'il faut reconnaître la réalité politique telle qu'elle est. Autrement dit, si nous essayons d'adhérer à l'OTAN maintenant, les Russes ne l'accepteraient jamais. Et ils ont, en substance, un droit de veto. Si ce n'est pas au sein d'une institution, ce sera par la force militaire. Et je vois souvent l'Union européenne répondre « Bon, eh bien, j'imagine que maintenant, ce sont les hommes de main de Poutine qui dirigent la Géorgie. Mais vous êtes allés en Géorgie aussi. C'est tout simplement faux. Beaucoup d'entre eux aspirent à ceci. Nous voulons rejoindre l'Union européenne et idéalement, nous aurions pu rejoindre l'OTAN. Mais nous devons respecter la réalité telle qu'elle est. Mais cette petite zone grise, le fait de reconnaître que ce n'est ni l'un ni l'autre, est pratiquement impossible à envisager en Europe aujourd'hui, ce qui rend la discussion si difficile. Et c'est pour ça que tout est soit démocratie, soit autocratie. Et je pensais qu'il en allait de même pour les objectifs russes. Parce que lorsqu'ils sont intervenus, les deux principaux récits qu'on nous a servis en 2022, c'était « c'est non provoqué », ce qui laisse entendre qu'ils n'ont aucune préoccupation en matière de sécurité. Ce n'est que, vous savez, l'acquisition de territoire et aussi la guerre à grande échelle. C'est quelque chose qu'ils répètent encore dans chaque phrase. Mais je trouve cela fascinant parce que, de ce dont je me souviens, en 2022, quand les Russes sont entrés, ils ne sont pas partis dans une guerre à grande échelle. En fait, le premier mois, ils ont largué moins de bombes que l'Amérique le premier jour en Irak. Et beaucoup d'analystes liés au gouvernement américain ont estimé que, eh bien, ils ne voulaient pas compromettre la possibilité d'une diplomatie en recourant à une force excessive.
Pourquoi voudraient-ils de la diplomatie? Eh bien, Zelensky nous a dit, dès le premier jour de l'invasion russe, Poutine nous a déjà contactés. Il voulait négocier la neutralité de l'Ukraine en échange du retrait de la Russie, ce qui était le fondement d'Istanbul. Je veux dire, on n'a pas le droit d'en discuter, ce qui rend toute analyse très difficile. Parce que, vous savez, j'ai essayé d'expliquer que les Russes ne voulaient pas vraiment de territoire. C'était un moyen d'arriver à une fin. Ce qu'ils voulaient, c'était la neutralité. Et dès qu'on reconnaît leurs préoccupations en matière de sécurité, il y a toujours ce tour de passe-passe qui consiste à dire « Eh bien, alors vous le justifiez » ou « Vous lui donnez une légitimité », ce genre de choses. Mais alors, comment est-il possible d'avoir un véritable débat sur le sujet afin de faire ce que nous faisons habituellement? Si vous voulez trouver la paix, la première chose à faire, c'est de se mettre à la place de l'autre. Mais que faire si c'est considéré comme de la trahison? Parce que si nous voulons vraiment pousser la Russie à conclure un accord, nous devons forcément comprendre quel type d'accord pourrait être acceptable pour les Russes. Eh bien, en tant qu'universitaire, mon travail consiste à essayer d'obtenir l'interprétation la plus claire possible, puis à entendre pourquoi elle est erronée. Et bien sûr, cela a été rendu impossible en février 2022. C'était une autre époque. Mais aujourd'hui, il est un peu plus facile d'avoir des discussions, d'avoir une forme de débat universitaire. Et vous savez, d'essayer de prendre du recul par rapport à toute l'hyperbole autour de la manière dont, vous savez, l'action de la Russie en février 2022 était un acte d'agression militaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que Poutine a ramené Clausewitz en Europe en 2022. La guerre comme prolongement de la diplomatie par d'autres moyens. Nous, Européens, pensions que cela avait pris fin. Nous pensions que cela avait pris fin. Et quand les Russes disaient « Vous menez contre nous une guerre hybride », on appelait cela de la propagande. Et la plupart des Européens pensaient « Nous ne menons pas de guerre hybride contre la Russie ». Alors Poutine dit « Bon, on en a assez de la guerre hybride. Faisons une guerre conventionnelle et voyons comment ça se passe. » Et donc ce que fait Poutine, c'est dire qu'il est légitime pour des États souverains de mener une guerre limitée afin d'atteindre des objectifs géopolitiques limités. C'était une composante tout à fait normale de la vie européenne dans le système westphalien. Et corrigez-moi si je me trompe, mais aussi dans le système du concert européen, cela était considéré comme légitime, même si cela avait peut-être évolué depuis la période westphalienne. Et je pense que cela renvoie à ce que vous disiez plus tôt. Pourquoi l'idée de Medvedev sur les zones d'intérêt a été ignorée? Pourquoi nous ne semblons jamais comprendre ce que le Kremlin demande? C'est parce qu'il y a un décalage fondamental dans la manière dont les concepts politiques sont compris. Prenons-en deux, la souveraineté et la démocratie. Donc, avant même la crise géorgienne de 2008, Vladislav Surkov avait élaboré le concept de démocratie souveraine. En faisant cela, il résumait simplement ce qui devenait la position russe. D'abord, sur la souveraineté. Une vision traditionnelle de la souveraineté, indivisible au sens obésien, et une conception westphalienne selon laquelle tous les États doivent la prioriser, la préserver et la considérer comme la seule chose qu'ils ne veulent pas perdre. Ensuite, ils ont aussi développé une idée de la démocratie, liée à l'idée de Carl Schmitt, d'une forme de démocratie majoritaire, voire à l'idée de Max Weber d'une démocratie du chef. L'objectif était de dissocier le libéralisme de la démocratie. On peut donc avoir une démocratie sans libéralisme. C'était une idée assez populaire dans de nombreux pays non occidentaux, mais largement jetée dans les cercles d'analyse occidentaux. Et en Occident, en même temps, ne l'oublions pas, l'idée, c'est que la souveraineté, on n'en a pas besoin. On met en commun notre souveraineté
au service d'une cause supérieure, dans des organisations supranationales qui nous apportent le bien supérieur d'une civilisation mondiale, la nôtre. Et si vous êtes un pays intelligent, vous voulez rejoindre notre groupe, vous voulez nous donner votre souveraineté, la mettre en commun avec nous et bénéficier des avantages mutuels de cette souveraineté partagée. Et en même temps, l'idée de démocratie a été profondément reconfigurée après 1989 pour devenir une liste de critères définis par des ONG de démocratisation libérale. Tout à coup, la démocratie libérale avait un menu, pas une recette, je devrais dire, et il suffisait de suivre les instructions de cuisine pour l'obtenir. Et si vous ne suiviez pas les instructions de cuisine, alors vous étiez malfaisant. Enfin, c'est une façon un peu comique de le dire, une façon un peu hyperbolique, mais c'est un énorme problème. Donc pour revenir à l'idée que Poutine dit mener une guerre limitée, afin d'atteindre un objectif diplomatique par d'autres moyens que la diplomatie, parce que la diplomatie est épuisée et impossible, je pense qu'il faut reconnaître que Poutine a peut-être fait un faux pas, ou qu'il a pris un risque énorme. Car l'une des raisons pour lesquelles l'approche clausewitzienne de la guerre a perdu de sa crédibilité, c'est qu'à l'ère du nationalisme, on ne pouvait pas mener une guerre limitée sans qu'elle ne devienne une guerre majeure ou totale, une guerre du peuple. Et je pense que le haut commandement allemand l'a reconnu après 1870. Une fois qu'ils avaient mené la guerre contre la France, qui avait été très réussie, ils ont vu qu'elle aurait pu déclencher une guerre populaire. Ils auraient alors été entraînés à combattre plus profondément en France. Il y a eu des discussions à ce sujet au sein du haut commandement allemand, et cela a influencé leurs réflexions. Oui, pouvait-il encore mener des guerres plus limitées, du type des guerres bismarckiennes? Puis, au XXe siècle, nous avons les armes nucléaires, qui mettent un terme à tout cela. Vous savez, on ne peut pas avoir une approche clausewitzienne de la guerre quand on a des armes nucléaires, n'est-ce pas? Donc, il y a des guerres par procuration. Et les guerres par procuration pendant la guerre froide, comme vous en avez longuement discuté avec John Mearsheimer, étaient contenues dans des endroits où l'on considérait qu'il était possible de se livrer à une compétition sans danger. Le Vietnam, l'Angola, la Corée étaient jugés suffisamment limités pour que cela ne dégénère pas en Troisième Guerre mondiale. Et rien ne montre que les États-Unis aient jamais envisagé d'ouvrir une guerre par procuration quelque part en Finlande, en Autriche ou sur le théâtre européen, parce qu'ils comprenaient que l'Union soviétique était prête à faire la guerre pour cela. Elle était sur le qui-vive, et l'on aurait alors eu une guerre conventionnelle, susceptible de dégénérer en guerre nucléaire. Donc quand Poutine entreprend cette action en février 2022, ce n'est pas exactement la même guerre par procuration que pendant la guerre froide. Et très vite, il commence à recourir à une forme de rhétorique nucléaire pour justifier son action. Il est convaincu d'avoir la maîtrise de l'escalade. Il est aussi fermement convaincu que l'Occident n'est pas aussi engagé envers l'Ukraine que la Russie. Et que par conséquent, l'Occident finira, en quelque sorte naturellement, par céder, modifier sa position et reconnaître les préoccupations russes. Il pense donc pouvoir rester dans ses paramètres de base. Or, il s'est trompé, dans un premier temps, en février 2022, parce que, enfin, l'une des choses qui me semble mystérieuse dans l'approche de Poutine, à ce moment-là, c'est que, au lieu de formuler un objectif précis et limité, il a parlé de démilitarisation et de dénazification. Ce qui pouvait Alors pourquoi est-ce qu'il ne peut pas simplement formuler une vision claire et rationnelle de la guerre? Parce qu'elle est illégitime. Et elle l'a toujours été. Désolé, elle est illégitime depuis qu'il est président. Et il a toujours dû s'appuyer sur autre chose, comme l'identité, le statut et un langage émotionnel,
pour justifier ce qui se passe, pour expliquer pourquoi la Russie doit s'affirmer face à l'Occident dans l'espace post-soviétique. Donc il doit envelopper tout ça dans un discours sur la culture, l'histoire nationale, l'identité et toutes ces accusations selon lesquelles l'Ukraine serait fasciste. Ce qui, vous savez, je ne pense pas qu'un analyste sérieux puisse dire que l'Ukraine est un État fasciste en 2022 sous Zelensky. Enfin, voyons, ce n'est pas un argument sérieux si l'on sait vraiment ce qu'est le fascisme au sens historique. Donc, selon moi, ce qui explique en partie les difficultés à comprendre ce que fait la Russie, ce qu'elle cherche à accomplir, ce sont ses propres erreurs dans la présentation de ses objectifs de guerre, ses propres échecs de communication, sa mauvaise stratégie d'information. Et je pense aussi que, vous savez, nous ne semblons pas disposés à le comprendre dans les termes d'une guerre limitée. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a parlé d'une invasion à grande échelle. Or, ce n'est pas une invasion à grande échelle parce que, vous savez, j'ai déjà avancé cet argument plusieurs fois auprès de différents collègues et beaucoup ne l'aiment pas parce qu'on a l'impression que je dis que j'approuve l'invasion russe parce qu'elle n'est pas totale. Je ne dis pas que ça me plaît parce que c'est pas à grande échelle. J'essaye simplement d'être précis et de parler de l'ampleur et de la portée de l'opération. Cela pourrait être une invasion à grande échelle s'il mobilisait 1 million d'hommes, s'il commençait à produire tous les chars nécessaires et s'il réunissait l'écrasante supériorité de force requise pour percer sur certaines parties du front, avoir un avantage de 3 contre 1 sur certains secteurs du front et faire quelque chose qui ressemble à une guerre éclair. Mais qualifier février 2022 de guerre éclair, c'est tout simplement de l'illettrisme militaire. Dans un livre, je crois, sur la dissuasion, John Mearsheimer a écrit en 1982 un ouvrage fondé sur sa thèse de doctorat. Il y décrivait 3 grandes façons pour les pays d'engager un conflit en tant qu'agresseurs. L'une d'elles, c'est la guerre éclair. C'est une forme de guerre très spécifique. Elle exige une préparation très particulière, et c'est le cas d'une minorité de guerre. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé en février 2022. Il n'y a pas eu de concentration de forces de cette nature, comme lorsque l'Allemagne nazie a envahi la Pologne et l'URSS, ou lorsque l'Amérique a envahi l'Irak. La deuxième manière de déclencher une guerre, c'est une guerre limitée et de courte durée. Elle vise à prendre l'adversaire par surprise, à créer des faits sur le terrain et à le contraindre à un règlement. C'est ce qui s'est passé en février 2022. Le troisième grand mode de conflit, c'est une guerre d'usure. On ne cherche pas à, vous savez, percer les lignes et obtenir une victoire rapide, nette et fulgurante. On cherche à submerger lentement chaque bastion, l'un après l'autre. C'était le Nord contre le Sud pendant la guerre de sécession américaine. C'était la Première Guerre mondiale. Et vous savez, c'est vers ça que la situation a évolué. Donc dans la manière dont la guerre était présentée et dont l'activité russe, en quelque sorte, était présentée, ce qui motivait les Russes a complètement disparu. Et il était très difficile de trouver quelqu'un à la télévision au Royaume-Uni, où je suivais les médias, capable d'exprimer ce point de vue. Nous avons une chance de régler cela par la négociation et de remplacer Minsk II par quelque chose que les Russes, les Ukrainiens, les Américains et les Européens puissent tous signer. Et vous savez, je pense que c'est ainsi que nous devrions. Ce serait une manière plus juste de comprendre ce qui se passait en 2022. Eh bien, je pense que c'est courant dans toutes les guerres et chez tous les camps. Pendant les guerres, comme vous l'écrivez, les colombes se taisent et les faucons deviennent très bruyants. Parce que soudain, être agressif devient la chose patriotique à faire. J'ai donc remarqué que si vous soutenez qu'il s'agissait d'une guerre limitée, encore une fois,
Ils ne sont pas entrés en 2022 avec 100 000 hommes pour occuper tout un pays de 35 à 40 millions d'habitants. Rien de tout cela n'a de sens. Mais là encore, tous les éléments indiquent qu'ils voulaient imposer une paix organisée autour de la neutralité, ce qui est encore une fois cohérent avec l'idée de sphère d'influence. Mais si tout est rejeté ou accepté en fonction de la neutralité, vous savez, c'est perçu comme une manière de légitimer ou de délégitimer. On ne peut pas faire avancer cet argument. Mais comme vous l'avez dit, c'est important de le reconnaître. Reconnaître qu'il ne s'agissait pas censément d'une guerre, mais de ce que les Russes appellent une opération militaire spéciale. Ce n'est pas seulement un concept de propagande. C'est aussi censé indiquer que par nature, l'opération est limitée. Vous savez, c'est important pour évaluer leurs intentions. Et une fois qu'on reconnaît leurs intentions, leurs motivations, on peut avoir une vision claire de ce qui serait nécessaire dans un véritable accord de paix. Et puis oui, c'est pareil pour les règles d'une guerre par procuration. J'ai trouvé intéressant ce que vous avez dit. Vous savez, l'idée, c'est qu'on se bat dans un espace restreint, avec des règles clairement établies. L'une des choses qui m'a un peu surpris ces 4 ans et demi, c'est la façon dont les règles des guerres par procuration ont changé. Je veux dire, il y a 4 ans et demi, la plupart des pays européens disaient « Nous ne fournissons pas d'armes à des pays en guerre, parce que cela fait de nous des participants. » Si vous avancez aujourd'hui l'idée que vous devenez participant en envoyant des armes, c'est presque considéré comme une trahison. Pourtant, c'était, vous savez, une position courante il y a seulement 4 ans et demi. On voit donc à quel point les choses changent. Et maintenant, oui, dans cette guerre par procuration, en substance, l'intermédiaire est en train de disparaître. Mais j'avais une dernière question. Comment, encore une fois, si le point principal est d'amener la Russie à la table des négociations en intensifiant ou en aggravant les attaques en Israël? Comment la Russie va-t-elle réagir à cela? Parce que, selon moi, elle a 2 options. Soit elle cède à la pression, mais c'est très difficile s'il n'y a pas de paix acceptable sur la table, en dehors de ce qui serait essentiellement une capitulation dans une guerre pour son existence. L'autre option, c'est l'escalade. Et j'ai l'impression qu'en Russie, aujourd'hui, beaucoup s'inquiètent de voir toute la retenue de Moscou interprétée comme une faiblesse en Occident. Et que, par conséquent, la dissuasion russe a commencé à s'éroder, puisque là encore, les règles de la guerre par procuration ont changé. Alors, comment voyez-vous la suite? Parce que, vous savez, rien qu'avec les événements récents, on voit que Kiev brûle aujourd'hui. Les Russes la ciblent de manière bien plus brutale qu'ils ne l'ont fait par le passé. Ils mettent en place des blocus navals, toutes ces choses qu'ils auraient pu faire auparavant, mais qu'ils n'ont pas faites. Donc là encore, on a l'impression qu'ils ne frappent pas encore l'OTAN, mais certaines voix plaident très fortement en ce sens. Alors, comment voyez-vous ce calcul s'inscrire dans cette stratégie? Je veux dire, si vous frappez profondément en Russie, est-ce que cela amènera les Russes à la table des négociations ou est-ce que cela les forcera à escalader? Comment voyez-vous les choses évoluer? Eh bien, je pense qu'il faut reconnaître que c'est une stratégie légitime pour l'Ukraine de mener des frappes en profondeur et de tenter cela en raison du rôle central, inattendu, des drones dans la guerre contemporaine, un rôle qu'on ne comprenait pas en février 2022. Ils sont capables de tenir les lignes bien plus longtemps que quiconque ne l'avait prévu, et ils sont désormais capables d'infliger ce coup. Et si vous êtes les Européens ou les Ukrainiens, c'est peut-être la meilleure carte qu'ils aient à jouer. Et cela montre un front uni. Cela montre que, vous savez, ils ne sont pas faibles. Ils n'abandonnent pas, ce ne sont pas des lâches, ils ne sont pas prêts à capituler, ce que vous ne voulez pas laisser paraître si vous entrez en négociation.
Donc, cela pourrait être une manière légitime d'aborder les négociations, si cela s'accompagne de deux autres choses. D'abord, la vraie diplomatie, comme vous le savez, c'est mettre des gens dans une pièce et les faire discuter, tout en sortant de la pièce les idéologues et les grandes gueules. On ne peut pas avoir Kallas dans la pièce, pas plus qu'on ne peut y avoir Maria Zakharova. Il faut amener du côté russe quelqu'un que les Européens considèrent comme impartial et intéressé par la paix. Et il faut la même chose du côté européen. Ensuite, ils doivent trouver un échange qui soit, au fond, une concession mutuelle. La Russie doit renoncer à quelque chose. Et vous savez, ce qu'elle veut avant tout, c'est la neutralité. Elle ne veut pas de force de l'OTAN. Elle veut une architecture de sécurité. C'est donc une chose qu'ils doivent faire. Et ils peuvent le faire tout en combattant, tout en menant des frappes en profondeur. C'est comme ça que la guerre de Corée s'est terminée. Ça s'appelle combattre et négocier. C'est possible. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'enthousiasme forcément. Je ne ressens pas, vous savez, des élans de joie quand je vois des choses exploser en Russie et en Ukraine. Bien sûr que non. C'est même tout le contraire. Ça dit, ça c'est une chose. L'autre, c'est de trouver un équilibre entre la dissuasion et la réassurance. Or, la dissuasion est omniprésente dans le discours occidental, dans le discours européen sur la Russie. Et plus on va vers l'Est, plus on monte vers le Nord et l'Est, dans les pays baltes, en Pologne et dans les pays nordiques, plus le discours sur la dissuasion est très très bruyant. Mais la réassurance est très importante. Et c'est ce qui doit se faire. Des canaux discrets de réassurance. Les États européens se réunissent et envoient certains signaux pour rassurer la Russie. Nous n'allons pas faire cela, nous ne voulons pas le faire et nous ne voulons pas que vous le fassiez. Les canaux officieux devraient servir à gérer les situations d'urgence et à éviter les crises, avec des lignes directes. Vous savez, là en ce moment, je ne vois même pas clairement qui, du côté européen, pourrait rassurer, ni avec quelle autorité. Trump peut le faire. Les Américains le font. Oui, ils le peuvent. Ils peuvent le faire dès demain. Je pense qu'ils ont rassuré la Russie à plusieurs reprises. Et ça a marché. Pour que Poutine n'ait pas le sentiment que l'Amérique est prête à intervenir et à faire quelque chose qui constituerait une énorme escalade. Donc ce genre de choses, rassurer, pas publiquement, peut-être par des canaux officieux, en plus de la diplomatie et de la pression. Ça pourrait être acceptable, mais je crains que ces deux premières choses ne se produisent pas et que tout ce qu'on est, ce soit augmentons la pression et voyons jusqu'à quel point Poutine peut supporter la chaleur avant de sortir de la cuisine. Eh bien, le combat et les discussions, c'est un bon point. En ce moment, c'est étrange, surtout avec tout ce dont parlent les Américains depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Ça ne mène pas forcément quelque part, mais pour l'Union européenne, il y a cette idée qu'on ne va pas du tout parler aux Russes. Pourtant, il faut mettre fin à la guerre. Et la seule façon d'y parvenir, c'est un cessez-le-feu inconditionnel. Donc, on ne parlera pas. L'idée, c'est qu'on ne peut pas avoir de diplomatie pour y mettre fin avant d'avoir mis fin à la guerre. En substance, parler à l'autre camp devient désormais une condition préalable pour mettre fin à la guerre. C'est assez étrange. On pourrait espérer que, même si l'Union européenne n'est pas prête à mettre fin à la guerre, si les Russes ne sont pas prêts à y mettre fin, ou les Ukrainiens, au moins, on voudrait que ces représentants soient envoyés dans la capitale de l'adversaire pour parvenir à une compréhension commune. Ainsi, dès qu'une occasion de paix se présente, on dispose d'un cadre de base. Ça paraît vraiment très étrange de n'avoir absolument rien du tout. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est une guerre étrange, en effet. Bref, avant de vous laisser partir, je voulais vous demander, où est-ce que les gens peuvent vous trouver et suivre votre travail?
Ils peuvent me trouver sur Twitter, ils peuvent aussi me trouver sur Google Scholar et sur Academia. Ils y trouveront également tous mes travaux universitaires. Parfait. Je mettrai un lien dans la description. Et merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup, Glenn.